On signe des contrats tout le temps, pas vrai? Souvent, on n'y pense même plus, que ce soit pour un forfait téléphone, pour un appart, ou même, oui, un simple entretien de chaudière. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment quand les choses tournent mal? Allez, on va décortiquer tout ça ensemble avec un cas super concret. Alors voilà le topo. On a Monsieur Gemelski. Il a un contrat d'entretien avec une boîte, Ecoflamme. Sa chaudière tombe en panne, normal. Ecoflamme vient et la répare. Tout va bien. Sauf que, quelques jours plus tard, bim, surprise. Une facture de 337 €. Lui, il était persuadé que c'était compris dans son contrat. Alors la grande question, qui a raison, légalement parlant? Bon, pour savoir qui a raison, faut revenir à la base, à l'essentiel. Parce qu'un contrat, ce n'est pas juste un bout de papier, non, c'est un peu comme une loi privée, un ensemble de règles qui engagent les deux signataires. Alors, regardons un peu les grands principes qui sont en jeu ici. Ok, premier principe, et il est fondamental, la bonne foi. On pourrait se dire, attends, Ecoflamme a été un peu malhonnête sur ce coup, non? Mais en fait, si on regarde le contrat de plus près, eh bien c'est écrit noir sur blanc. L'article 1.2, il disait bien que la main-d'œuvre et le déplacement, ça c'était couvert. Par contre, le changement des pièces, lui, n'était pas inclus. Donc d'un point de vue strict, l'entreprise a juste appliqué le contrat. Elle a agi en toute transparence. Et c'est là que ça devient super important. Un contrat, une fois signé, il a ce qu'on appelle la force obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme une loi, mais juste entre les deux parties. Donc, M. Gemoleski ne peut pas, comme ça, décider de ne pas payer ou de casser son contrat qui dure 1 an. Non, il s'est engagé. Et Ecoflamme aussi d'ailleurs. Alors là, on entre dans une subtilité du droit qui est franchement super intéressante. C'est la différence entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Prenons un médecin. Lui, il a une obligation de moyens. Ça veut dire qu'il doit tout faire, utiliser toutes ses compétences pour essayer de guérir son patient. Mais il ne peut pas garantir le résultat, on est bien d'accord? À l'inverse, notre technicien d'Ecoflamme, lui, avait une obligation de résultat. Son but, c'était simple, la chaudière doit fonctionner. Et elle a été réparée. Donc, d'un point de vue juridique, le contrat a bien été rempli. Dans le meilleur des mondes, bien sûr, un contrat, ça se passe tranquillement, chacun fait ce qu'il a à faire et tout le monde est content. C'est le scénario idéal. Mais, on s'en doute, la vie d'un contrat, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, ça prend des chemins un peu inattendus. Alors, ce schéma, c'est un peu notre GPS pour comprendre ce qui se passe. Regardez, tout part d'en haut, les droits et les obligations de chacun. Le chemin idéal, c'est la flèche qui descend tout droit vers l'exécution de bonne foi. Facile. Mais si ça coince, hop, on dévie. On bascule dans la case inexécution contractuelle. Et là, on voit qu'il y a plusieurs formes possibles. C'est à ce moment-là que ça commence à se corser. De là, on passe au recours possible, puis à l'étape de la responsabilité, pour finir tout en bas avec potentiellement des dommages-intérêts. Voilà, c'est exactement ce chemin qu'on va suivre ensemble. Revenons justement à ça, quand le contrat déraille. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe quand l'un des deux ne fait pas sa part du job? C'est ça que le droit appelle l'inexécution contractuelle. En gros, il y a 4 manières de ne pas respecter un contrat. D'abord, l'exécution peut être partielle. Imaginez, on commande 5 chaudières, on n'en reçoit que 4. Ensuite, elle peut être non conforme. On commande un chauffe-eau de 200 litres, on en reçoit un de 100. Pas bon. Troisième cas, l'exécution tardive. Simple, la réparation devait prendre 48 heures, elle en a pris 6 jours. Et enfin, le pire du pire, l'inexécution totale. Là, c'est simple, la commande n'arrive jamais, rien. Mais attention, là c'est un point super important. Avant de se précipiter au tribunal, il y a une étape absolument obligatoire. C'est ce qu'on appelle la mise en demeure. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une lettre recommandée avec accusé de réception qui dit officiellement à l'autre « Hey, il faut que tu fasses ce que tu as promis dans le contrat. » Sans cette lettre, sans cette preuve, c'est simple. Impossible d'aller plus loin devant un juge. Ok, donc la mise en demeure a été envoyée. Mais, toujours rien. L'autre ne bouge pas. À ce moment-là, la loi donne plusieurs cartes à jouer à la personne qui subit le problème. Voyons un peu ce qu'un juge peut décider dans ce cas. En fait, le juge a toute une boîte à outils à sa disposition. Premier outil, il peut ordonner l'exécution forcée, c'est-à-dire obliger la partie en faute à faire ce qu'elle devait faire. Deuxième option, il peut autoriser quelqu'un à suspendre ses propres obligations. Genre, je ne te paie pas tant que tu n'as pas livré. Ça, c'est l'exception d'inexécution. Et enfin, il peut carrément décider de mettre fin au contrat. Et là, attention, il y a 2 façons de le faire, soit par la résolution, soit par la résiliation. Alors là, la différence entre les deux est subtile, mais en vrai, elle est énorme. La résolution, c'est le bouton « reset ». C'est comme si on remontait le temps. On annule tout de manière rétroactive. On efface l'ardoise, on fait comme si le contrat n'avait jamais existé. La résiliation, par contre, ça ne joue que pour le futur.
L'exemple parfait, c'est l'abonnement de téléphone. On le résilie, ok, on arrête de payer pour les mois à venir, mais personne ne va nous rembourser les mois qu'on a déjà payés. Le passé reste intact. Sauf que, parfois, juste arrêter le contrat, ça ne suffit pas. Parce que le problème, c'est que l'autre partie a peut-être subi un vrai préjudice à cause de tout ça, un dommage. Et la loi, elle pense aussi à ça. Il faut réparer. C'est là qu'on entre dans le domaine de la responsabilité contractuelle. Et pour obtenir réparation, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut 3 ingrédients, obligatoires. C'est facile à retenir. Il faut une faute, c'est le fait de ne pas avoir respecté le contrat. Il faut un dommage, le préjudice qu'on a subi. Et, super important, il faut un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. Si on arrive à prouver ces 3 choses, alors oui, on peut demander des dommages et intérêts. Alors ce dommage, il peut être de plusieurs types. Le premier, le plus évident, c'est le dommage matériel. C'est une perte d'argent ou quand un bien est abîmé. L'exemple est parfait, le technicien fait tomber son marteau, il casse le lavabo. Bon, bah voilà, c'est une attaque directe contre le patrimoine de la personne. C'est concret, c'est quantifiable. Ensuite, on a le dommage corporel. Là, c'est plus grave. On touche à la personne elle-même, à son intégrité physique. Le technicien oublie sa boîte à outils en plein milieu du passage, le client trébuche dessus, il se casse le bras. Là, le préjudice est physique. Et bien sûr, ça aussi, ça doit être réparé. Et enfin, il y a le dommage moral. Celui-là est peut-être le plus difficile à saisir, le plus subtil. C'est une atteinte psychologique. L'exemple est terrible, mais très parlant. Le technicien, en faisant une manœuvre, écrase sans faire exprès le chat de sa cliente. La perte de l'animal, c'est un chagrin immense, une vraie souffrance. Eh bien, ce chagrin, ce préjudice qu'on appelle affectif, il est reconnu par la loi comme un dommage moral. Et oui, ça peut donner droit à une indemnisation. Alors voilà. Après ce petit voyage, de la bonne foi jusqu'au dommage moral, ça amène forcément à se poser une question. La prochaine fois qu'on se retrouvera face à un contrat, quel qu'il soit, est-ce qu'on aura le réflexe de lire attentivement ce qui est écrit? Même, et surtout, les toutes petites lignes?